Alors, l'USHOM, c'est l'Union sociale pour l'habitat outre-mer. Donc, on représente le logement, alors plus particulièrement le logement social des outre-mer, de l'ensemble des outre-mer et de toutes leurs préoccupations. Ici, donc, au niveau central, notre objectif est de sensibiliser les pouvoirs publics sur la nécessité d'accompagner le secteur du logement dans l'ensemble des DROM-COM. Donc, nous représentons également la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française. Évidemment, on se place plutôt effectivement au niveau de ces interventions afin de pouvoir jouer un rôle dans cette nécessité de prendre les spécificités de nos territoires, dans les politiques publiques liées à l'habitat et à l'aménagement du territoire. Et finalement, l'amiante touche quand même de très près les bailleurs sociaux, puisque le parc social est nécessairement, j'ai envie de dire, concerné par la question amiante, par la question des surcoûts, par les questions de la protection aussi des travailleurs comme des occupants, d'où donc l'intérêt qui est porté par notre structure à ce sujet depuis maintenant quelques années, puisque nous avions initié déjà en 2018 la préparation et la mise en place d'un MOOC sur la sensibilisation sur les risques amiantes. Ça, c'est peut-être mon propos laminaire. Euh, alors, j'arrive pas à bouger mon PowerPoint. Hop, je ne sais pas pourquoi. Est-ce que je peux... Voilà, c'est bon, ça passe. Dire donc l'enjeu pour arrêter peut-être le périmètre de mon intervention. Donc l'amiante, c'est un enjeu de santé publique. Donc d'abord, il s'agit de la protection des personnes, qu'elles soient donc de la catégorie des travailleurs qui interviennent sur le parc et ou qu'elles soient donc occupantes du parc. Pour la puissance publique, il s'agit là d'un sujet de santé publique, donc, et il s'agit des dimensionnements des politiques afférentes aux questions donc liées à la sécurité et à la santé des populations. Le deuxième enjeu que nous on entrevoit, c'est l'enjeu financier. Quand vous êtes situé naturellement du côté du bailleur social, c'est la partie évidemment, donc toujours l'humain avant tout. Sur le plan financier, c'est le patrimonial, donc c'est l'impact de la présence d'amiante sur la valeur patrimoniale des bâtiments. C'est aussi l'enjeu qui est lié à l'exploitation de ces derniers, puisque quand vous avez un parc amianté, vous êtes tenu à des obligations d'entretien, de surveillance, d'information sur votre parc. Et au-delà, il en va également, dans le cadre des réhabilitations, voire de la démolition, reconstruction, du désamiantage. Par conséquent, du point de vue de bailleur social, c'est un enjeu absolument capital sur nos territoires. Pour la puissance publique, là encore, il s'agit de bien dimensionner les politiques de l'habitat, de bien dimensionner les politiques liées à la réhabilitation du parc social et donc de la nécessité de concevoir les outils financiers pour accompagner finalement la politique de l'habitat, qui demeure en tout cas, s'agissant des bailleurs sociaux, une politique publique. Donc, c'est vraiment important, me semble-t-il, de préciser ces deux éléments. Alors, en deux mots peut-être sur la technicité, parce que j'ai envie de laisser le champ aux techniciens de parler de technicité approfondie. J'ai juste envie de survoler peut-être l'élément pour poser peut-être les périmètres du débat. Donc l'amiante en deux mots, c'est les bâtiments dont le permis de construire a été délivré avant le 1er juillet, donc 97, parce que c'est à partir de cette date-là que le code de la construction, pardon, c'est le code de la santé publique, avait arrêté l'obligation de stopper, en tout cas de surveiller et de stopper l'utilisation, les bâtiments pardon, qui sont susceptibles d'être touchés par les mesures liées à l'amiante. Un petit tour sur les acteurs qui gravitent autour de cette question amiante. Alors, je mets bien sûr en tête de file les autorités administratives que vous connaissez tous, hein. Donc, évidemment, l'État et ses services interviennent sur les questions liées à l'amiante à travers justement les DIECT, voilà, que vous connaissez, je suppose, très bien. Mais aussi l'ADL, parce que l'ADL aussi touche aux questions amiantes, en tout cas s'agissant du parc social. Les donneurs d'ordre, donc qu'ils soient publics, bailleurs sociaux ou même aujourd'hui les collectivités sont également concernés. Et les bâtiments de l'État sont également concernés par les questions du parc amianté.
Les formateurs interviennent en tête de file également, puisque la formation des professionnels leur incombe. Les diagnostiqueurs, vulgairement appelés les diagnostiqueurs, mais on dira plutôt les opérateurs de repérage et les laboratoires d'analyse, les entreprises habilitées à effectuer les travaux en site amianté, de désamiantage, et plus globalement les interventions finalement du secteur du BTP, les gestionnaires des déchets en dernier maillon dans cette œuvre qui est celle de faire attention effectivement à la question amiante. La question donc, des obligations qui pèsent sur le donneur d'ordre, donc en l'occurrence le bailleur social pour ce qui nous concerne, émane évidemment du Code de la santé publique qui stipule que tout propriétaire d'un immeuble dont le permis donc, a été délivré avant le 1er juillet 97 a bien l'obligation d'y faire rechercher la présence d'amiante qui vise donc à protéger les habitants des immeubles bâtis. Alors, je mets bien sûr en lien également nécessairement les travailleurs, hein, évidemment, les intervenants. Il doit faire établir un diagnostic de l'état de conservation dans les matériaux et produits amiantés qui sont repérés. Évidemment, il doit faire conduire les mesures nécessaires pour contrôler et réduire l'exposition, donc de tous. Ça, c'est l'obligation qui incombe évidemment au bailleur social. Donc, pour schématiser, le bailleur, en tout cas le donneur d'ordre, il a deux grandes obligations qui sont celles d'identifier le risque et celle de le gérer. L'identification, c'est la réalisation des recherches nécessaires à l'identification des matériaux amiantés. Ça, c'est la première. Donc, vous remarquerez également, donc c'est de communiquer au maître d'œuvre, au coordinateur SPS, les dossiers techniques qui sont relatifs à la recherche et à l'identification des matériaux contenant de l'amiante. Donc, en clair, le maître d'ouvrage doit conduire toutes les opérations liées au diagnostic et il doit formuler sa demande auprès du maître d'œuvre qui finalement est responsable de la mise en route, in fine, des travaux, l'ensemble des éléments qui disent la vérité de l'existence ou pas de l'amiante dans le parc. La gestion du risque, c'est vraiment la désignation du CSPS et c'est de faire établir évidemment le PGC. Alors, il y a des éléments de vigilance qui remontent à travers à la fois la loi, comment dirais-je, la pratique aussi, hein, puisqu'il y a des jurisprudences qui arrêtent un peu les limites de ce qui était flou il y a quelques années. Il y a des points de vigilance pour le maître d'ouvrage. La première, évidemment, c'est vraiment de dire qu'il est impliqué à toutes les étapes de la vie du chantier, de l'évaluation du risque jusqu'à la réception des travaux. Et je pense que ça, il est bon de le rappeler et de bien l'intégrer. On n'échappe pas, c'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on a émis, effectivement, on a une obligation de moyens. Il est évidemment responsable du bon classement de l'opération. C'est bien lui qui définit si les travaux relèvent de la sous-section 3 ou de la sous-section 4. Et bien évidemment, il s'appuiera sur les fameux organigrammes qui sont mis à disposition par les DGT. Il a également donc l'obligation, comme je le disais tout à l'heure, de transmettre tous les éléments afférents à la présence de l'amiante au maître d'œuvre et pour qu'elle soit intégrée finalement dans les cahiers des charges des entreprises. Donc, le maître d'ouvrage, finalement, son rôle, en tout cas sa responsabilité, son implication peut être relevée à ce niveau-là. Donc, deux choses sur la réalité technique. Ce qu'on observe dans nos territoires, hein, parce qu'évidemment, on a un feedback, un REX sur l'Hexagone, on en a un autre qui est en Outre-mer, c'est les surcoûts qui sont liés aux travaux dans le parc qui est amianté. Donc, que ce soit pour des travaux, que ce soit d'ailleurs pour le désamiantage à proprement dit, les surcoûts observés sont amplement plus importants sur nos territoires. Et d'ailleurs, évidemment, il y a des raisons valables à cela. Le deuxième impact de la présence d'amiante et de la question amiante dans le parc social, c'est vraiment les délais d'intervention. Alors, les délais sont autrement plus longs que sur le territoire hexagonal. Évidemment, cela est dû principalement à l'absence de la structuration de la filière amiante, hein, c'est-à-dire qu'on n'a pas de laboratoire sur place.
Évidemment que les déchets prennent également du temps puisqu'ils sont rapatriés dans l'Hexagone. Donc, ces paramètres-là interviennent amplement, à la fois sur la question des surcoûts et sur la question des délais. Donc, cette difficulté qui est désormais maintenant connue de tous, puisque nous, on avait porté lors du plan logement Outre-mer 2, lors de l'établissement du plan logement Outre-mer 2, la nécessité d'accompagner la question amiante, notamment la nécessité de l'accompagner financièrement, hein, puisque elle déséquilibre totalement les opérations de réhabilitation, et donc elle pèse sur le bailleur qui ne peut pas les porter, et le locataire non plus, on ne peut pas le lui imputer. Donc, on a observé que cette question de difficulté, ces spécificités, on les retrouve à toutes les échelles. Au niveau des opérateurs de repérage, évidemment, ils sont peu nombreux. Alors, je me permets de vous dire que mes propos vont se limiter à 2021, puisque la dernière étude, en gros, sur laquelle nous, on est intervenu, c'était 2021, la fin 2021, qui a d'ailleurs été menée par la DGOM, donc le ministère de l'Outre-mer. Donc, entre deux, s'il y a des opérateurs qui ont vu le jour sur nos territoires, à ce moment-là, je ne suis pas au courant ou pas encore informée, pas suffisamment informée. Donc, ils sont peu nombreux et j'ai envie de dire à juste titre, parce que l'exiguïté du marché ne permet pas forcément de rentabiliser une structure qui ferait du diagnostic. Voilà, on a bien vu les prix, etc. Ça, c'est une réalité, ce qui fait qu'évidemment, l'opérateur exerce, disons, sans parler de monopole, en tout cas, il exerce des tarifs un peu moins contraints. Euh, Peut-être que dans la salle, il y en a quelques-uns, vous ne m'en voudrez pas. C'est une question de structuration du marché, hein. C'est une mécanique économique, elle s'établit dans tous les domaines. Les laboratoires, donc il y en a, je crois, un seul qui est accrédité à l'île de la Réunion. Il a été en 2019. Il me semble, sauf dernière nouvelle, donc comme je le disais tout à l'heure, qu'il n'y en a pas sur nos territoires antillais. Il n'y en a pas non plus en Guyane, à ma connaissance. Donc, par conséquent, les prélèvements vont et viennent dans et vers l'Hexagone, quoi. Voilà. Donc, ce qui rallonge les délais des opérations, etc. Les entreprises et les surcoûts. Les entreprises donc, de travaux SS4, je crois qu'il y en a de 3 à 5 par territoire. Là encore, je ne crois pas avoir vu des nouvelles créations. Alors, elles souffrent évidemment, les travaux sont chers. Je crois que tout le monde a entendu parler comment dirais-je, des tours gabarres et des surcoûts qu'a représenté l'amiante dans le cadre de ce projet. Je crois qu'on parlait de 11 millions, sans trahir la confidence et sans peut-être être très précise. Évidemment, les travaux d'amiante SS3 notamment sont très importants sur nos territoires, plus importants qu'ailleurs en tout cas, parce que on a des coûts élevés à la fois liés à l'éloignement, mais aussi, par exemple, quand on parle de maintenance des extracteurs, des aspirateurs et de tous les outils qu'on utilise dans le cadre de ces travaux, parfois, il est moins cher d'aller acheter un nouvel aspirateur que d'en faire la maintenance et l'entretien parce que on ne peut pas vraiment faire des économies d'échelle. Donc, il y a un tas de mécanismes qui ne permettent pas effectivement peut-être de réduire les coûts. Les organismes de formation, il y en a un seul en Martinique, sauf qu'il y en a un autre, mais c'est ce qui a été recensé, en tout cas à notre niveau. Donc, je serai au cours de ces travaux, des travaux du jour, peut-être mieux informée. Alors, donc, vous voyez, c'est toutes ces difficultés constatées, tous ces surcoûts et ces rallongements de délai qui aussi posent question et posent problème pour nos bailleurs de réhabiliter plus rapidement le parc, qui ont conduit à ce qu'une étude soit menée au niveau du ministère de l'Outre-mer pour étudier la possibilité de développer une filière, de structurer une filière amiante en installant des laboratoires, en ramenant de l'expertise, etc. Et donc, l'étude a concerné l'ensemble de nos territoires, je crois, sauf Mayotte, sauf erreur de ma part, donc Guyane, La Réunion, Guadeloupe et Martinique, et pour estimer donc, le gisement amiante, afin de voir s'il y a une faisabilité pour structurer la filière. Donc, l'étude alors je ne sais pas si certains d'entre vous ont eu accès à cette étude. Si tel n'est pas le cas, Luchum vous la transmettra avec grand plaisir, hein, il n'y a aucun problème à cela. Donc, on estime aujourd'hui le gisement amiante à 130 000 tonnes dans l'ensemble des territoires des Outre-mer, avec près à peu près de 40% qui seraient en Martinique. Pardon, je suis revenue en arrière, je vous prie de m'excuser. Alors, pour avoir le détail de ce gisement,
On a donc en Martinique, on serait à 5 800 pour ce qui est du hors logement. On parle en tonnage, s'il vous plaît. Et donc, et de 29 000 pour 29 000, près de 30 000 tonnes pour le reste. Vous aurez mon PowerPoint pour pouvoir bénéficier de ces tableaux, la répartition, etc. Parce que nos voisins guadeloupéens en ont à peu près tout autant. Donc, ça, c'est pour juste connaître le gisement. Évidemment, l'étude a bien signifié que le gisement accessible, donc, ce qui est mesuré, c'est le gisement accessible, donc susceptible de constituer un marché, un marché pour créer la filière, hein. On ne parle évidemment pas de tout ce qui est enfui, tout ce qui n'est pas apparent, tout ce qui n'est pas connu. Voilà. C'est des estimations, hein. Il faut rester prudent sur ces chiffres-là. Alors, L'interprétation excusez-moi, des chiffres, Madame oui. Mathieu, je vais devoir vous demander de décourter votre intervention parce que nous avons d'autres conférenciers qui auront droit à la parole également. Je vous demanderai donc de terminer votre intervention, s'il vous plaît, rapidement. D'accord. Juste ce qui est important à notre niveau, à la fois pour alimenter le marché, pour permettre la réhabilitation du parc social, c'est de dire que les outils de financement qui existent aujourd'hui pour les travaux de réhabilitation, ou même dans le cadre de la destruction des bâtiments, ne sont pas suffisants pour pouvoir couvrir les besoins. Il y a des propositions qui ont été émises à travers justement cette étude et que nous faisons depuis des années, comme la mobilisation du crédit d'impôt dans le cadre du désamiantage, des travaux de désamiantage qui pourraient être utiles. Il y a un émargement qui peut être possible à travers la LBU, mais qui doit être plus important parce qu'évidemment, en moyenne, l'amiante, c'est 40 000 quand on réhabilite, c'est 40 000 euros par logement. Et aujourd'hui, on en est loin en termes d'aide. Donc, les ménages ne peuvent pas porter ça dans leur loyer. Les bailleurs n'ont pas l'assise financière. Donc, il faut un financement qui soit adéquat pour pouvoir débloquer cette filière et pour pouvoir vraiment créer de l'activité aussi autour du désamiantage et de l'accompagnement du désamiantage de notre parc. Voilà. Merci à tous. Merci, Madame Mathieu. On retiendra l'aspect technique que revêtait votre intervention pour la protection de tout un chacun. Merci à vous. Nous poursuivons donc tout de suite avec un référent technique de la société Ozanam présent, Monsieur Merkiled. Bonjour et bienvenue. Je vous laisse la parole. Bonjour, David Merkiled, référent amiante à la société d'H&M Ozanam, groupe Action Logement. En tout cas, merci pour cette initiative, parce que je reconnais dans la salle pas mal de personnes à qui j'avais déjà parlé de la problématique amiante, et en les croisant dans le hall, ils m'ont dit, tu te rends compte, tu nous avais dit ça il y a déjà plusieurs années. Alors, comme je dis, il n'est jamais trop tard, il n'est jamais trop tard pour apprendre. Alors, nous, à la société d'H&M Ozanam, je vais vous faire carrément un témoignage de ce que nous avons mis en place. Depuis à peu près 2000, entre 2000 et 2008, nous avons commencé à faire nos premiers diagnostics. La réglementation n'arrête pas d'évoluer. Donc, en 2016, nous avons refait encore des consultations pour faire des diagnostics dans nos logements. Donc, on a un parc, on va dire, à peu près de 7000 logements potentiellement, j'aime bien insister sur le mot potentiellement amiantés, parce que, comme vous l'avez souligné, c'est à partir du 1er janvier 1997, nous avons recensé l'ensemble de nos permis de construire. D'autres diraient que c'est à partir de la, je dis bien d'autres, diraient que c'est à partir de la date de mise en service des logements. Non, parce qu'un permis peut être déposé et mettre les logements en service 1 an après ou 2 ans après. Donc, on est après 97. Donc, nous avons mis en place ces diagnostics avant travaux qui nous permettent d'identifier les endroits où il y a de l'amiante. Et quand on consulte les entreprises, on a l'obligation de leur remettre ce diagnostic avant travaux pour qu'elles puissent intervenir dans un milieu